Bonjour à tous, c'est Loïc et bienvenue pour le Grand Live, l'émission de Texas Poker News Magazine. Une émission qui a pour vocation d'être présentée plusieurs fois par an. On va vous parler de Texas Poker, on va vous parler des nouveautés des Texas Poker, les tournois à venir. On va recevoir des invités prestigieux, des invités de la communauté amateur aussi. On va recevoir tous ceux qui travaillent avec Texas Poker et autour de Texas Poker. Cette émission, vous pourrez la retrouver plusieurs fois par an sur les réseaux sociaux et sur le site Texas Poker News Magazine. La grande première, c'est parti. Alors Apo, on va commencer par parler des FPO. Là, on est au FPO de la Grande Motte. Qu'est-ce qui suit après le FPO de la Grande Motte ? Qu'est-ce qui suit le FPO de la Grande Motte? Il suit le FPO de Gujan-Mestras. Ok, on retrouve quoi là-bas? Le même programme? Il y a des choses qui Non, changent? il change, oui. Il y a certaines choses qui changent. Par exemple, il n'y aura pas le high roller à 1200 €. Ok, j'ai vu qu'il y avait un Win the Button, je crois, c'est ça? Oui. Ok, et là-bas, à peu près, on peut attendre combien de joueurs? J'espère qu'on fera plus de 300. Plus de 300 joueurs, d'accord, avec toujours les mêmes animations PMU. Oui, toujours. C'est toi qui fais les structures? Les structures, c'est moi et les animations, c'est eux. Donc ça va, ça s'annonce bien. Oui. À part Gujan, il y a aussi un autre tournoi, Oui. juste après. Le Mega Stack de PokerStars. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Mais cette année, c'est encore, il va être encore plus important du fait qu'on a un Platinum Pass à 30 000 $ pour aller participer au PCA de 2019. C'est la série sur le gâteau. Il va y avoir le prize pool plus 30 000 $ offerts par PokerStars. Alors l'année dernière, tu avais, on va dire, éclaté les scores avec le Mega Stack, que ce soit à Gujan ou à la Grande Motte. Gujan, c'était plus de 700 joueurs. Ouais. Là, tu en espères combien cette année sur Gujan? Si tout se passe bien, je pense qu'on va faire 1000. Ah oui. Mm. Et la Grande Motte ensuite, Mega Stack de la Grande Motte, c'est quand? Oui, il n'est pas annoncé encore sur les fichiers de PokerStars, D'accord. mais il est confirmé, c'est du 10 au 16 septembre. Ok. Pas très loin avant la Pau 2005, c'est ça? Oui, la Pau 2005, c'est du 1er au 7 octobre. Très bien. Megastack, FPO et aussi DSO. Oui. Alors DSO, on le retrouve dans 2 endroits bientôt. Il y a San Remo. Il y a San Remo la semaine prochaine, Ouais, du 14 au 18 h 20. ouais. Et ensuite, nous avons le DSO à Lloret del Mar. C'est un DSO Cup. Et après, on retourne sur nos terres à Gujan avec un DSO fin août. Fin août. Le fameux DSO fin août. Apo, ça c'était tes tournois, on va dire classiques, entre guillemets. On parle aussi des 2 autres choses. On parlait de l'Apo 2005. Alors tu le refais cette année? Oui, à Divonne, du 1er au 7 octobre. À Divonne du 1er au 7 octobre. Est-ce qu'il va y avoir des changements par rapport à l'année dernière? Il va y avoir beaucoup plus de satellites qualificatifs avec un multiplex en fin juillet, août, septembre. D'accord. Est-ce que, avec le recul, est-ce que tu étais content déjà de l'année dernière pour une première? Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un tournoi aussi cher en France. Pour la première fois, oui, mais là, j'espère faire mieux. D'accord. Tu t'espères avoir combien de joueurs à peu près sur ce tournoi-là? Si tout se passe bien, je pense que je vais dépasser les 200. Avec les étrangers aussi cette fois? Oui, parce Et- qu'on est près de la Suisse. Et on a un aéroport qui est plus international. Et on va mettre des navettes pour aller chercher les clients. Aller-retour, l'hôtel, etc. Donc je pense que ça va faire un plus pour les gros clients. Forcément, il y a aussi un autre sujet qui anime les débats. À Pau, c'est Paris. Alors, est-ce qu'on va voir à Pau, est-ce qu'on va voir du Texas Poker à Paris dans les prochains mois? Est-ce que tu peux nous en En dire un tant peu que plus? prestataire de service, oui. Tu envisages... Mais je ne sais pas où je vais atterrir. Tu sais pas encore. Non, Est-ce que tu as des pistes? même pas. J'ai des pistes, mais on ne peut pas les divulguer, alors ça ne sert à rien. Tu as peut-être des pistes, on va dire. On peut pas dire les noms, mais tu as peut-être des Non, pistes. oui. Sur Paris, là, toi, à ton avis, au final, ça va finir à combien de clubs? Tu sais un petit peu, tu as un peu des... Des clubs, ils peuvent en finir à 6 ou 7. Mais des gens qui vont faire du poker, il va y en avoir 3 ou 4. Et D'accord. encore. Le premier club tranchant, là, il a ouvert. Oui. Justement, on s'est aperçu que, en fait, du poker, il y en a presque pas. Mais il n'y en aura que du cash game, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Est-ce que toi, ta philosophie sur Paris, c'est quoi? C'est d'amener les tournois qu'on connaît, les 150, les 300, les Texas Poker? Mener les gros partenaires pour pouvoir faire des gros événements. D'accord. Et tu penses que sur Paris, on va pouvoir recommencer à trouver justement des tournois peut-être qui vont aller à 1000 €, 2000 €? Oui, bien sûr. C'est des choses que toi, tu vas vouloir travailler? Oui. Bon, avec tout ça à Pau, est-ce qu'il y a d'autres tournois encore
On sait qu'il y a un 500 € à Divonne, c'est ça qui arrive bientôt? Il y a un 500 € à Divonne, il y a un 500 € à Amnéville, à la fin du mois, en même temps d'ailleurs. Et après, on attaque San Remo pour toute la saison d'été. Et on te retrouve à quoi la saison d'été à San Remo? Plein de tournois toutes les semaines. Puisque le casino nous a mis une salle à notre disposition avec 40 tables de poker. Ah oui. Ouais. Pas mal. Oui. Donc Texas Poker, un tournoi près de chez vous. Oui, toujours un tournoi près de chez vous. C'est moi qui me déplace. Merci Apo. Merci à toi. Dans la partie interview du Grand Live, je reçois Sarah Erzali et Erwan Pêcheux. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va? Bonjour. Voilà, deux très beaux Team Pro de PMU sur 3, puisque maintenant Jonathan Terme vous a rejoint. Déjà, première question, ça s'est passé comment justement ce choix? Ça s'était pas trop compliqué? Comment c'était? Racontez-moi un peu. Sans commentaire. Non, c'était super compliqué. On avait des profils différents, mais les 6 pouvaient convenir en fait. Okay. Donc c'était vraiment compliqué. Vous avez vraiment hésité à un moment? Pas à un moment, pas je pense. ouais. Pendant tout le débat, ça a été, c'était vraiment On a difficile. fini par un débat houleux. Non, Oui, bah presque. Et vous avez tiré à pile ou face, quoi. Non, mais c'était Heureusement vraiment... que non. C'était pas évident. On se retrouve, on est au CNIC là, c'est juste avant le FPO de la Grande Motte. Je vous ai jamais demandé dans mes interviews, le poker amateur, ça vous parle à la base? Vous avez joué un peu en tant que dans des clubs, des choses comme ça, avant de commencer à devenir joueur professionnel? Moi personnellement non, j'ai découvert le poker amateur avec PMU du coup, qui nous a envoyé au Florida à la finale du CNIC, mais sinon j'ai jamais joué en club, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, et d'ailleurs j'ai été agréablement surprise de voir le nombre de joueurs qu'il y avait au sein des clubs français. Pour ma part, je n'ai jamais joué dans des clubs tels quels. Par contre, j'ai fait partie, j'ai été membre et d'une association étudiante de poker dans mon école. Et non, j'étais membre d'une association d'une autre école et j'étais président de l'association de mon école, voilà, de poker. Pas mal, tu montais déjà dans la hiérarchie. C'était au moment où tu voulais faire de la politique, c'est ça? C'est à peu près ça, ouais. Ouais. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris. Et d'ailleurs, dans ces associations-là, il y avait notamment Mathieu Célides, que vous connaissez peut-être. Il y avait Pierre Merlin. Qu'on connaît. Ouais, évidemment que vous connaissez aussi. Et mon ancien coloc, Neil Sigardidjan, qui était aussi joueur et qui a bossé chez une room concurrente récemment. Voilà. Qu'on ne citera pas. Voilà. Parce qu'on citera d'abord PMU Poker. C'est ça. La suite de votre programme, Vegas arrive. Vous avez un programme chargé pour Vegas cette année. Comment vous l'envisagez? Moi personnellement, à différence d'Erwan, je ne prépare pas mes tournois en amont à Vegas, hormis ceux qui sont obligatoires avec PMU. Je fais pas de programme pour la simple et bonne raison que moi je considère mon humeur à Vegas, ça peut être un jour en haut, un jour en bas, et du coup je préfère... Marseillaise quoi. Non, n'abuse pas quand même. Non, mais c'est vrai, un jour t'es de bonne humeur, le lendemain t'es au bout de ta vie, donc j'ai pas envie de me forcer en fait à avoir des tournois à jouer tel jour ou tel jour. Je vois quand je suis là-bas en fonction de ce qui se passe et puis voilà. Erwan? Non, j'ai pas fait mon programme, mais t'inquiète pas qu'il sera vite fait et bien complet. On part sur un gros programme avec un ou pas? tableau Excel, les heures, les couleurs. Comme tous les ans, je vais jouer sur très probablement après tout ce qui se fait à Vegas, dans tous les casinos, sur le strip parce que sinon, trop loin du strip, ça coûte un peu cher. En taxi, aller-retour, plus la bouffe, plus machin. Donc je vais privilégier les tournois sur le strip, donc sur les casinos principaux, entre 400$ et 3000$. Voilà, et quelques 5000 peut-être, plus le main event évidemment. Dernière question, le main event justement, ça vous fait encore rêver malgré toutes ces années dans le poker et vous avez connu des hauts, des bas, des joies. Je veux dire, ça fait encore rêver le main event ou pas? Je pense que le main event, tant que tu l'as pas gagné, il te fera rêver quoi. Moi, il va me faire rêver un moment, moi je te l'annonce. Tant que tu l'as pas gagné, il te fera rêver. Donc oui, je pense aussi qu'il va me faire rêver toute ma vie. Non, évidemment, ça fait rêver, ne serait-ce que pour la somme d'argent qu'il a gagné. Et c'est un tournoi, on est sûr qu'il existera. Enfin, je vois pas comment il pourrait s'arrêter quoi. Donc c'est sûr que dans 50 ans, il existera encore quoi ce tournoi. Ouais, t'as le côté un peu légendaire. Ouais, c'est sûr quoi. Je vois pas comment ça pourrait s'arrêter. Donc ouais, il sera tout le temps mythique. C'est pas comme par exemple le PT qui a changé de nom ou quoi que ce soit qui pourrait s'arrêter. Non, le main event double SOP il va continuer. Enfin, c'est peut-être dans 200 ans, 300 ans, ça s'arrêtera jamais. Donc c'est un tournoi mythique, c'est le tournoi qu'on veut gagner.
On poursuit la partie technique avec monsieur Eric Cicero. Salut Eric. Eh ben, salut Loïc, ça fait plaisir d'être là. Mais oui, pour cette grande première. Ah oui, c'est une grande première. On a travaillé ouais. ensemble. Eric, tu t'occupes de plein de choses. Entre autres, tu t'es occupé du site Texa Poker. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de tout, des fonctionnalités, des nouveautés, de tout ce qu'on peut retrouver sur Texa Poker News Magazine? Oui, alors le site pour moi, c'était une évolution nécessaire de la présentation du travail d'Apo, qui fait un travail magnifique depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, sa position sur le marché français est telle qu'on ne pouvait plus se contenter de travailler simplement avec des SMS ou des Google Drive. Donc on a passé sur un vrai site qui va présenter la totalité de l'activité Texa Poker sur la France, qui permet aux joueurs de s'inscrire, de se préenregistrer sur la totalité des tournois que Texa Poker opère, que ce soit avec ses propres marques ou avec des marques partenaires comme le FPO, le DSO, et sur l'ensemble des casinos. Le principe étant de fluidifier encore plus le rapport avec les joueurs et de faciliter la vie des joueurs. On a aussi Texa Poker News Magazine. Alors qu'est-ce que c'est cette partie-là, on va dire, de Texa Poker aujourd'hui? Alors là, ça vient un peu de mon passé de directeur de casino, d'organisateur. Si tu veux, on avait énormément de communication, un peu tout azimut. Et je trouvais que, je m'excuse-moi le mot, mais je trouvais qu'on se spammait un peu tout seul. Donc l'idée était vraiment d'organiser ça de manière à ce que les joueurs, les gens qui aiment Texa Poker, qui aiment le poker, puissent retrouver sur un ensemble de médias la totalité de l'action poker qui se passe en France, puisqu'on est quand même assez important sur le marché français, qu'on attaque le marché italien, et que donc il est nécessaire qu'on ait une communication qui commence à être alors moins foisonnante, peut-être moins exubérante, mais un peu plus ciblée pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Alors justement, sur ce site, on retrouve les news que met en place Florence Mazet. Chaque semaine, il y a des récapitulatifs sur tous les tournois qu'on va pouvoir retrouver de Texa Poker. Il y a des coverages aussi qu'elle va faire? Oui, alors l'organisation telle qu'on l'a prévue, tu en fais partie d'ailleurs Loïc, puisque oui. ce qu'on est en train de faire, l'exercice auquel on se soumet aujourd'hui, et fait partie de cet effort de communication. Donc sur texapoker.net, on a la partie news avec Texa Poker News. Sur les pages Facebook, on a du live, on a du direct live, on a des photos, on a des coverages. Et Florence Mazet, qui nous a rejoint, a déjà pris en main toute la communication, la publication des résultats, les coverages. La rédactrice en chef. Voilà, oui, je voudrais pas, Florence, si tu nous entends, rédactrice en chef, ça me va très bien. Voilà, l'idée, c'est vraiment de constituer une équipe média qui soit capable de fournir la meilleure vision de ce que l'on est capable de faire et surtout de mettre en avant les joueurs comme ils le méritent. Il y a aussi dans ce site toute une partie associative que tu as pensée. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer justement pourquoi ça peut intéresser les associations? Alors oui, le site, entre guillemets, on va continuer à l'appeler site, mais pour moi c'est un vrai portail interactif. Ce portail a plusieurs aspects, plusieurs modes d'utilisation. Il y a notamment une partie associative dans laquelle on a prévu toute une aide à la gestion des associations qui permet donc aux associations de fluidifier les rapports avec leurs membres, de pouvoir communiquer avec eux de manière simple et intuitive, pouvoir organiser des événements et de savoir qui, quand, quoi, qui vient, enfin tout ce qui est extrêmement rébarbatif à gérer et que la machine fait tout seul. Là encore, j'estime qu'en 21e siècle, on peut faire en sorte que les machines prennent en main tout ce qui est répétitif, rébarbatif et que nous, on s'amuse à faire ce qui est de l'ordre de l'artistique, de la prévision, de la stratégie et qu'on laisse l'ordinateur faire ce pourquoi il est fait. On se retrouve en fin d'émission, Eric. À bientôt, Loïc. Coucou Brewen. Bonjour. Bonjour Brewen. Brewen, tu es le patron de PMU Poker. Tu es le big boss. Tu es donc un de mes big boss aussi. Bon Brewen, là on est au CNIC. Yes. Et juste après le FPO. Donc là on est pas mal sur tout ce que fait PMU Poker. On va d'abord parler du CNIC. Ça fait plusieurs années maintenant que vous êtes partenaire avec PMU Poker. Pourquoi vous êtes intéressé justement à ce côté amateur du poker? Pourquoi
ça coule de source entre guillemets. Le poker amateur, c'est l'essence du poker. Ça fait aussi partie du monde du poker. On va dire que 90% de nos clients sont par essence amateurs. Certains sont amateurs uniquement online, d'autres sont vraiment passionnés et c'est eux que l'on a là ce week-end pour la finale du CNIC, la 10e édition. Mais j'ai envie de dire que ça va de soi de s'impliquer pour moi dans le poker amateur. Après, notre logique a été assez rapidement, du fait de la taille et de la stratégie de PMU Poker, on n'avait pas les moyens très clairement de s'impliquer sur une stratégie club par club. En tout cas, on n'aurait pas pu offrir un partenariat à suffisamment de clubs pour que ce soit intéressant. Et naturellement, en fait, le CDC et le PMU, ça s'est fait parce que le CDC nous permettrait de couvrir un grand bassin de clubs dans toute la France. Et pour le CDC, c'était de s'adosser à un partenaire, à une room qui puisse offrir une dotation, notamment sur la finale individuelle, mais aussi sur la finale par équipe, et faire vivre toute l'année les qualifications online. On va parler aussi du FPO, la seconde édition. On est sur le 2e tournoi, après Cannes. Quel bilan tu tires de la première année du FPO ? Le bilan, là... c'était assez rapidement en fait un bon bilan. Ça a été pour nous, donc on se lançait sur un circuit live PMU. On a assez rapidement réussi globalement ce qu'on voulait faire. Là on est sur la 2e année, sur la confirmation. On a vraiment envie de confirmer, faire une année de circuit live. Voilà, c'est globalement réussi, on est assez satisfait. Maintenant le but c'est de durer dans le temps. On a vraiment l'esprit qu'on voulait donner à ce circuit, puisque des circuits live et sur ce niveau de buy-in, il y en a d'autres et qui font aussi des très belles choses. Nous, on voulait garder cette espèce de touche PMU qui va au-delà du tournoi, qui va jusqu'à la soirée pour les joueurs, des animations, une ambiance hors le tournoi et un programme assez riche, assez dense, une vraie expérience pour les joueurs. On avait réussi, il y a encore plein de choses à améliorer, il y a plein de choses à perfectionner, mais c'est ce vers quoi on veut continuer. On ne veut pas se disperser, on veut vraiment continuer sur les points forts, sur 5 étapes, 6 étapes maximum par an, et continuer à progresser, faire évoluer ce circuit, comme on l'a fait là sur les structures. Il y a des choses qui ont évolué récemment sur les structures dans le poker. On s'est dit, on veut offrir... le meilleur, en tout cas ce qui se fait de mieux en ce moment, y compris sur un circuit à 600 € et qui n'est pas du circuit international. Et on veut continuer aussi à aller à la rencontre de nos clients dans toute la France et de couvrir de Saint-Amand à la Grande Motte, Gujan, Mestras, Paris, on va essayer d'être partout. Alors justement, c'est important, tu parlais de l'esprit PMU par rapport au FPO. Je suis bien placé pour savoir, il y a aussi des nouveauté, forcément, il y aura une étape à Paris qui sera sûrement la finale, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, il y a un streaming qu'on peut retrouver sur plein de moments jusqu'à la TF avec Djibril. Il y a des photos, il y a des vidéos, il y a la soirée PMU, il y a aussi la soirée des qualifiés. Pourquoi vous souhaitez justement apporter ça sur un 600 €? C'est pour montrer aussi que il n'y a pas que les WPT ou ces gros tournois-là, il y en a aussi pour tout le monde. Oui, et parce que, comme je disais juste avant, c'est notre logique. Faire un circuit, c'était pas juste pour dire on a un circuit PMU, on est comme toute room qui se respecterait, on a notre circuit live, on a nos étapes. On voulait le faire comme on le fait depuis quasiment depuis qu'on est rentré sur le live. On voulait le faire avec ce qu'on appelle la touche PMU. On n'a rien inventé en soi, mais nous on y tient vraiment et c'est cet esprit-là. Et oui, c'est un 600 €, mais c'est un circuit qui est fait avant tout pour nos clients. Qui est adapté à nos clients. On n'a pas vocation à aller lutter avec les EPT, avec les parties poker millions, avec c'est un circuit français by PMU et voilà. Mais on veut offrir quand même effectivement globalement ce que des joueurs peuvent retrouver sur des circuits beaucoup plus UP et c'est ce qu'on espère faire notre force. T'accueilles un petit nouveau au sein de ta team pro et c'est un bad beat pour Sarah Herzalitre. Encore.
Bisous Sarah. Bien Sarah, si tu nous vois, c'était un bad beat. Après une annonce comme ça, on est d'accord que tu vires Benjamin Camps, c'est ça? Je vais en parler à Pau. On va en discuter ce soir du briefing. Tu accueilles un petit nouveau au sein de tes teams pro, puisque c'est Jonathan Terme qui vient de gagner la Pro Dream. Juste un petit passage sur cette finale. Est-ce que le choix a été vraiment difficile? C'est comme tous les ans en fait. Tous les ans c'est difficile. Ça a été vraiment encore une fois difficile. On a eu... j'ai l'impression de me répéter d'année en année, mais on a vraiment eu un beau casting avec des profils vraiment différents. Donc comme à chaque fois, on a eu une casse-tête. Et jusqu'au choix final, ça a été compliqué. Jonathan, c'est un très beau Pro Dream, mais il a lutté contre des adversaires valeureux et qui, encore une fois, certains se sont révélés pendant les entretiens. Quand on dit que la journée finale avec le jury elle est importante et elle compte et qu'il n'y a pas que le CV qui compte, c'est la réalité. Et voilà, et donc oui, ça a encore été très dur. Il y a plusieurs choix qui sont bons au final chaque année. Et voilà. Après Jonathan, on est super fiers de l'avoir dans l'équipe. Il est méritant, c'était sa deuxième finale. Et voilà, et il a eu plein de choses. Et quand on regarde derrière nous la finale individuelle du CDC, Jonathan, il fait partie de ces joueurs qui est passé par là. Il fait plusieurs fois, donc ça faisait aussi partie de ses atouts. Et voilà, et maintenant, il va continuer son aventure avec le logo PMU Poker. Et on espère que ça va être une belle année qui va bien en profiter. On finit par aussi autre chose que propose PMU Poker. PMU Poker, ça propose toujours plein de choses pour les amateurs. l'e-Poker Tour, pour une 3e année, 4e année? 4e année. En fait, la première année, il y a eu une seule étape et c'est la 3e année en mode circuit. 3e année en mode national. Ça aussi, pour les gens qui ne connaissent pas, un petit peu, si tu peux en parler, l'e-Poker Tour, à quoi ça correspond pour vous? L'e-Poker Tour, c'est le free roll tour de PMU Poker, sauf que dans PMU Poker, il y a PMU et nous, on s'est dit pourquoi ne pas faire ça sur les hippodromes. Il y a 250 hippodromes en France qui sont pour la plupart des très beaux endroits avec des très belles salles. Et on s'est dit on va mixer, et comme on le met sur les textes promotionnels, on va mixer poker et course hippique. Et nous en plus on a des lieux pour nous accueillir qui sont vraiment sympas, qui nous permettent de faire aussi une grande pause à chaque étape du Poker Tour pour découvrir les courses hippiques. Mais voilà, ça reste un free roll tour avec croupier, donc en général une expérience qui est vraiment appréciée par les joueurs. Et voilà, le cadre est, on va dire, atypique par rapport à ce qui se fait dans le milieu du poker, mais pour nous c'est une vraie force parce que c'est l'ADN du PMU. On regroupe les deux, le hippique qui est notre raison de vivre et l'activité poker, et on est assez fiers de ce produit qui a été une des premières idées qui soit sortie au moment du lancement de l'activité poker au PMU. On est de retour sur la partie technique avec mon ami François. Ça va, François? Bon anniversaire Loïc. Merci beaucoup. Oui, c'est mon anniversaire. Envoyez-moi Et bonjour à tous. des cadeaux. Mon François, on va parler d'un point de vue technique avec toi des nouveautés Texas Poker. Là, on est sur la fin du CNIC. On va attaquer le FPO, la nouveauté, le bouton hanté. Oui, bouton hanté, toute nouvelle, entre guillemets, tout nouveau format qui est mis en place pour la première fois sur un gros événement en France. Le bouton hanté a été testé récemment sur Party Poker Million à Barcelone. Bon, c'est celui qui a fait le plus de bruit parce que c'est un format qui est déjà sur le circuit depuis plusieurs années, qui n'est pas encore démocratisé. Et hier, avec ce Party Poker Million, il y a vraiment eu un flot de résultats importants, de retour des joueurs français, très positif sur ce nouveau format. Pour expliquer en bref, on a l'habitude que tous les joueurs participent aux hantés d'une façon minime. Là aujourd'hui, un seul joueur par main participe aux hantés, donc le bouton en l'occurrence. Il payera une grosse blinde en termes de valeur en hanté, qui sera au milieu du pot du coup, ce qui simplifie beaucoup de choses. Ça simplifie le jeu. Ça permet de jouer plus de mains ou pas? Ça permet plus de mains, oui, on va plus vite dans la distribution et dans le résultat. Du coup,
on perd moins de temps. Le croupier, alors là il y a un autre jeu, c'est que pour le joueur, c'est un gain de temps, c'est un nombre de mains jouées supplémentaires. Voilà, clairement. Et le deuxième sujet, qui est un des sujets qui nous porte à cœur et qui est le retour le plus positif, c'est, on va dire, pour la santé du personnel, tout simplement. le bien-être, moins de gestes, moins de cassage de dos, et quand on les compte, ils se sont amusés à les compter, hein, ces gestes gagnés. C'est normal parce que c'est un gain pour eux qui est important. C'est vraiment une révolution. Aujourd'hui, ce format-là perd un peu d'équité pour la partie, pour le jeu, en effet, mais ce qu'on perd, cette petite équité qu'on perd, on le gagne en rendement, en nombre de mains et en santé pour le personnel, donc c'est très très positif. Alors donc là tu l'as mis en place donc, pour le FPO, mais est-ce qu'on va le retrouver plus généralement sur les tournois Texas Poker? Alors jeu est un grand mot, non pas jeu, c'est PMU, Texas Poker, voilà, ensemble. Nous avons décidé d'un commun accord, tout le monde, de refaire toutes les structures du France Poker Open, de leur donner un petit coup de neuf et d'apporter le bouton hanté. Voilà, clairement. Et pour d'autres tournois, est-ce que sur les futurs tournois Texas Poker, autres que le FPO, vous réfléchissez à peut-être mettre ça en place? Bien sûr. Quand je parle de révolution, je ne pèse absolument pas mes mots. Je suis vraiment dans un format qui est aujourd'hui va se démocratiser encore plus et on va vraiment révolutionner le tournoi. Le système d'hanté va très certainement disparaître. Le système bouton hanté ou hanté big blind va être démocratisé et on va le voir sur tous les tournois. On l'a vu encore hier sur le tournoi PokerStar à Monaco, l'European Poker Tour. L'hanté big blind était présent sur cet événement-là et sur tous les tournois. Et alors finalement, un peu comme on dirait l'œuf ou la poule, l'hanté big blind ou l'hanté bouton? On n'est pas encore positionné réellement sur ce sujet-là. Que ce soit pour les tournois Texas Poker, on n'a pas encore décidé duquel on mettra en avant. À savoir que comme on travaille avec des marques différentes, on s'adaptera en fonction de ce que veut la marque. PMU a souhaité l'anté-bouton, on a mis l'anté-bouton en place. PokerStar s'est positionné sur l'anté-big blind. Du coup, normalement, c'est l'anté-bouton puisque c'est PMU qui a toujours raison. Non, pas tout à fait malheureusement. Mais du coup, sur les méga-stacks, on verra l'anté-big blind apparaître. Voilà. Mais les avantages et les inconvénients alors du bouton hanté, de la big blind hanté, c'est quoi exactement? Alors, les avantages, ils ont tous les deux la particularité de gagner du temps, clairement. L'avantage de l'anté-bouton, ça va être de faire, entre guillemets, moins mal psychologiquement aux joueurs parce qu'ils vont mettre leur mise en 3 fois, clairement. Ce qui est un inconvénient pour l'anté big blind parce qu'ils vont mettre les mises uniquement en 2 fois et quand on est en big blind, on va en mettre 2 plutôt qu'une. Même si on va la mettre 2 mains après sur l'anté-bouton, hein. Ça change pas vraiment grand chose, mais psychologiquement pour le joueur, il aura cette frustration de payer 2 blindes quand il arrive en blinde. Une blinde devant lui et une blinde en hanté au milieu et dans le pot. Voilà. Là, avantage inconvénient. L'inconvénient du l'anté-bouton, c'est qu'on a 2 cas particuliers. Je ne vais pas les développer, mais on a le cas particulier d'un joueur qui est à tapis avec moins d'une blinde au bouton. Qu'est-ce qui se passe? C'est un inconvénient, c'est un cas particulier qui ne se retrouve jamais du coup avec l'hanté big blind parce que dans cette situation là où l'hanté est à la big blind, on va inverser la priorité. Ça sera l'hanté qui sera mis en deuxième et en premier on mettra la big blind en premier. Donc le joueur peut multiplier son tapis. Bon, on va pas développer, on n'est pas pour développer, mais le deuxième cas particulier c'est le bouton mort. Quand on a un joueur qui est à tapis petite blinde, il est éliminé. La main d'après, cette personne-là n'est plus présente, donc il n'y a plus de joueurs sur ce nouveau bouton. Le bouton est mort, clairement, le bouton est mort, et il n'y a pas d'hanté sur ce coup-là. Voilà, les avantages, les inconvénients de l'un et de l'autre. Maintenant, il y a débat. Certains veulent l'un, certains veulent l'autre. Personnellement, je suis encore très très mesuré sur l'un ou l'autre, parce qu'il y a la psychologie du joueur qui est un inconvénient sur l'anté big blind, et il y a l'avantage des 3 mises sur l'anté bouton. Mais il a ces 2 cas particuliers, qui sont un inconvénient par rapport à l'hanté big blind.
On se retrouve pour la dernière partie de ce premier numéro du Grand Live. On est encore avec Eric. Eh ben, rebonjour. La journée a été longue, Loïc. La journée a été longue. On va se faire un petit billet d'humeur. Souvent, Eric viendra me rejoindre et puis on va se faire des petits billets d'humeur comme ça quand on aura envie sur plein de sujets liés au poker. Allez. Alors aujourd'hui, on va commencer tout simplement par quelque chose d'assez évident, le poker et les casinos en France. C'est un grand sujet, ça. Grand sujet, plusieurs années, beaucoup de changements, hein, suivant l'ère, on va dire, suivant le mouvement. On en est où aujourd'hui pour toi, Eric, du poker dans les casinos? Alors, c'est assez paradoxal. Les casinotiers, dont j'en suis un des représentants, puisque j'ai travaillé 25 ans à la SBM, j'ai fini directeur de casino à la société Banmer à Monaco. Et sur les 10 dernières années, je me suis battu pour mettre en place du poker de manière assez vaine, je dois l'avouer, parce que le revenu du poker tel que l'imaginent les casinotiers est largement en dessous de ce que peut amener à rapporter des jeux traditionnels. Donc si on part sur le principe d'un simple revenu direct, un casinotier n'a aucun intérêt à faire du poker, ça il faut se le dire. En revanche, le poker est un formidable moyen d'acquisition de clients. C'est un formidable moyen d'attraction pour les jeunes générations et surtout ça correspond à la demande des joueurs. Et comme dans tout commerce, si on ne colle pas à la demande et si l'offre s'éloigne de la demande, on finit par mourir. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate un peu dans les casinos européens, en tout cas français et puis monégasques malheureusement, c'est que l'offre petit à petit est vieillissante, peine à se renouveler, et que les joueurs désertent les établissements ou viennent de manière sporadique et non plus l'action que l'on pouvait attendre de leur part. Donc il est primordial, et d'ailleurs amis casinotiers, si vous me suivez, si un jour vous regardez Internet, posez-vous la vraie question, en termes de marketing et en termes d'action, le poker est incontournable, même si la masse de poker a réellement changé, la forme des joueurs de poker a changé, le type de joueur a changé. C'est encore un formidable moyen d'attraction et il vaut mieux avoir des salles pleines que des salles vides. Et puis, dites-vous bien qu'un joueur va toujours aller là où il a le jeu qu'il attend. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'échapper à ça. Alors forcément, casino et donc évolution en France maintenant, les clubs qui vont ouvrir à Paris. Alors, le premier vient d'ouvrir, c'est Tranchant. Toi, tu l'as vu, tu m'as dit que c'était vraiment beau. J'ai visité, c'est très très beau, c'est très bien équipé, du très bon matériel. Ils ont un système RFID, c'est la première fois que je vois du RFID vraiment mis en œuvre à ce niveau-là, en tout cas en France, bien évidemment. Et c'est un réel effort de la part du groupe Tranchant, et franchement, c'est à saluer, quoi. Mais 4 tables de poker en cash game uniquement, à partir de 500 €, enfin 250 €, mais... Bon, en fait, grosso modo, c'est de la 5-5, si oui, c'est ça, une 5-5, une 5-10, 4 tables disposées sur des mezzanines. Et ben, on revient sur la première discussion qu'on avait, c'est-à-dire qu'un casinotier pur et dur a du mal à mixer l'activité poker avec l'activité de jeu traditionnel. Et je dois dire que c'est pas évident, attention, c'est pas aussi simple que ça à faire, mais en tout cas, c'est un effort nécessaire à faire. Alors, est-ce qu'on doit craindre justement que cette ouverture des clubs, que tous les joueurs de poker attendent avec impatience, hein, faut être clair, hein, il n'y avait plus que Clichy. Alors Clichy faisait des super choses, mais bon, enfin, quand il n'y a qu'un acteur, c'est dommage. Hein, il y a assez de joueurs de poker à Paris pour beaucoup d'acteurs. Ouais. Est-ce qu'on doit craindre que, en fait, ce soit que ça, des ouvertures de clubs, mais finalement, le poker dedans n'est pas si bien représenté? Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut mettre en avant, c'est l'effort que l'État a mis en place pour permettre la réouverture de maisons de jeu. Alors qu'on les appelle clubs ou casinos, je pense qu'ensuite ça sera des arguties juridiques, mais il était pour moi un peu concevable qu'une capitale comme Paris n'ait pas de lieu de jeu. Et ça représentera, c'est certain pour le futur, un moyen d'attractivité principal pour la capitale. Moi je vais souvent à Londres, il y a des clubs, il y a des casinos sous toutes leurs formes, avec tout type de clientèle. Voilà, et ça marche très très bien. Donc c'est pas forcément évident à gérer. J'imagine qu'un État se pose beaucoup de questions quand il met en place des actions de jeu comme ça, des activités de jeu. Mais aujourd'hui, je pense que la forme commerciale qu'ils ont choisie va quand même permettre de travailler dans de très bonnes conditions, dans des systèmes régulés comme ça doit être. Et en plus, on va permettre aux Parisiens de jouer enfin dans de bonnes conditions.
Alors, qui va ouvrir la salle de poker qui compte Ça, c'est des grandes questions. Je ne vous cache pas que j'aimerais y être. Voilà. Tu as des pistes un peu J'ai des pistes, j'ai eu des contacts. C'est assez intéressant. Maintenant, le cheminement de constitution est assez long. Donc, oui, c'est assez lourd de pouvoir avoir. C'est lourd, c'est long. Il y a une commission qui est très très regardante et donc on ne peut pas se permettre de déposer des dossiers comme ça à la sauvette. Il faut vraiment faire les choses comme il faut. Donc ça prend du temps. Mais je suis certain qu'un opérateur arrivera avec la vraie salle de poker et qui sera forcément mixée avec des jeux traditionnels, puisque là encore, le mélange des genres, et notamment si on veut des joueurs de très haut niveau, il faut qu'on ait des jeux traditionnels à côté de très belles tables de poker. Et je suis sûr que celui qui arrivera à faire ce mix-là remportera la palme sur la capitale. Merci Eric. Écoute, on se retrouve pour un numéro 2. Merci à toi Loïc et à bientôt. On se retrouve très vite. C'était le grand live. Merci à Texas Poker, merci à Pau, merci à toutes les équipes. Et j'espère que ça va vous plaire. Vous commentez, vous likez, vous partagez. Enfin bref, vous connaissez le travail qu'il vous reste à faire. On vous fait la bise. Et à très vite sur un des très nombreux tournois de Texas Poker. Bienvenue à la Pau 2500. Nous sommes en septembre 2017. Les meilleurs joueurs français et certains des meilleurs joueurs mondiaux sont au rendez-vous de ce tournoi événement. 2500 € de buy-in et une structure jamais vue en France. Alors je sais, vous regardez souvent le PT ou les World Series sur une quelconque chaîne télé et vous vous dites que jusque-là tout est normal. Eh bien non. La Pau 2005 est un tournoi exceptionnel dans le quotidien du joueur de poker français. Terminé les buy-in délirants aux structures limitées qui font vomir les bankrolls. Terminé les années à parcourir un circuit devenu tellement cher que 90% des joueurs des années dorées sont aujourd'hui loin des tables. Parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Apostolo 110 a modifié le paysage du poker pour rendre cette passion accessible à tous et permettre aux joueurs professionnels de pouvoir tenir sur la durée. Pendant une année, j'ai suivi plusieurs d'entre eux, recueilli leurs témoignages, leurs espoirs et leurs angoisses. Terminé l'espiou gigantesque et bienvenue dans un poker raisonné où le bankroll management est devenu le leitmotiv de tous. Bienvenue dans un poker où les joueurs ne font plus la course à la gloire, mais un marathon, construisant petit à petit une carrière en espérant la victoire, en espérant qu'un jour viendra. J'ai toujours eu envie de suivre mes envies, quitte à faire des choses qui pouvaient paraître complètement aberrantes pour plein de personnes. Le jour où je suis parti, où j'ai démissionné d'un cabinet d'avocats, enfin d'une banque, à l'époque j'étais à la direction fiscale d'une banque pour devenir joueur de poker, il y avait mes potes proches qui m'ont dit c'est super, c'est bien, tu es passionné par ça, ça fait des mois que tu gagnes bien, tu as raison, faut le faire maintenant. Enfin, je l'avais assez bien moi-même pensé et je l'avais fait dans le cadre que je voulais. Et puis il y a plein d'autres personnes qui étaient là, non mais enfin, tu as un boulot que plein de gens pourraient rêver d'avoir, le boulot d'avocat, tu abandonnes tout ça pour jouer aux cartes, pour pousser des jetons avec des cartes. Enfin, je ne sais pas si tu réalises. Et vraiment, je comprends ce qu'ils voulaient me dire parce que pour eux, ils connaissaient ni le métier d'avocat, ni ce qu'était le poker et ça leur paraissait complètement aberrant. Et moi, je suis quelqu'un qui a cette envie de vivre sa vie comme il l'entend et j'ai eu cette envie de liberté et je ne me voyais pas rester toute ma vie derrière un bureau. Je sais pas, t'as envie d'aller en voyage au Sénégal, bah tu peux y aller.
Tu vois, il n'y a rien qui t'en empêche. Après, t'as pas envie d'y aller, et ben t'y vas pas. Et genre, c'est pas parce que demain il y a le FPS à Lille que tu dois y aller. C'est toi qui choisis. Du coup, t'es un peu libre et tu fais ce que tu veux. Et c'est vraiment cette liberté que le plus cher pour moi. En fait. C'est vraiment faire ce que je veux quand je veux. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Grey clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel? On est dans un milieu où genre on joue à un jeu à la base. Et quand je vois que la plupart des gens ils sont à une table de poker, ils sont trop sérieux, moi je supporte pas. Moi j'aime bien un peu de folie, j'aime bien. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais moi j'adore parler, j'adore raconter des histoires, j'adore les rendre fous, et en plus ça fait partie de mon jeu. C'est-à-dire que je sais clairement l'image que je dégage et ce que ça produit à une table de poker, donc du coup je m'en sers par la suite. Mais ouais, comme tu dis, c'est soit on m'aime, soit on m'aime pas. Parce que bon, j'ai une grande gueule, que tu sois à ma table ou 3 tables derrière, tu vas m'entendre. Quand je rentre dans une salle de poker, on sait que je suis là. Voilà, après c'est mon personnage. Mais je pense que la première fois, on me déteste, et dès qu'on apprend à me connaître, voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis quand même quelqu'un de super cool, j'adore rigoler, j'adore raconter des blagues, je suis le premier à répondre dès qu'on me taquine, dès que voilà. Puis il faut prendre ça à la détente aussi. On ne joue pas aux cartes pour avoir une boule au ventre non plus. Et avant, on courait toujours vers la gloire, tout ça, et au final, je me rends compte que peut-être le plus important, vu que c'est notre métier, c'est l'argent au final. Le but, c'est tant qu'on a le niveau, d'essayer de ramasser plus ou moins le plus possible. Parce que là, pour l'instant, on est encore jeunes et tout, mais dans 5 ans, il y aura d'autres petits jeunes qui vont arriver, qui seront plus forts, qui auront travaillé et qui auront commencé beaucoup plus tôt que nous, et qui peuvent nous rattraper, et ça se trouve qu'on sera complètement has-been et qu'on n'arrivera plus à gagner. Je ne crois pas que ça leur changera quelque chose. Si, peut-être dans le confort de leur vie, oui, ça dépend du montant qu'ils vont gagner. Si on gagne 20 000, pour eux, c'est rien. C'est eux, pour les sortir les joueurs comme ça, pour les sortir, il faut qu'ils gagnent au moins 150 200 000. Donc il faut faire une grosse mine. Et c'est très difficile. Got no reason for coming to me in the rain, running down. There's no reason. And the same voice coming to me like it's all slowing down. And believe me. Combien t'as croisé de joueurs, tu penses? De joueurs, beaucoup. Énormément. Mais sur tout ce que j'ai croisé, il n'en reste pas beaucoup. C'est simple, si on prend les classements Live Poker ou les classements français d'il y a 3-4 ans, ou 5 ans, et tu remontes les noms, regarde combien il en reste aujourd'hui. Et remonte encore 5 ans avant et regarde combien il en reste. Ça a complètement changé. Ceux qui sont en tête aujourd'hui, ils ne sont plus là, ceux d'avant, ils ne sont plus là. Parce qu'il faut avoir le mental. Il faut avoir la condition physique, bon, mais ça, c'est encore plus facile à acquérir. Mais c'est surtout le mental, le moral et le financier. Et avoir une gestion de bankroll à toute épreuve. Déjà, entre 2003
2003, 2010 en France, qui est l'équivalent un peu de 2003 aux États-Unis, et 2016, 2017 maintenant, la technique a énormément évolué. En gros, les meilleurs joueurs de l'époque, ceux qui jouaient vraiment des sommes hallucinantes, je ne sais pas s'ils seraient capables de battre des petites limites à l'heure actuelle, quelque chose comme de la NL50 en cash game, donc de la limite 25 centimes, 50 centimes. Les mecs devaient jouer de la NL 5000, 10 000, enfin des blindes genre 10, 20, 25, 50. Et ils gagnaient vraiment beaucoup d'argent, il y avait vraiment beaucoup d'argent. À l'heure actuelle, ça s'est vraiment asséché. Mais finalement, la plupart des joueurs de poker y ont contribué parce que tout le monde s'est éduqué. Il y a eu la folie au début des livres, puis toutes les vidéos techniques, stratégiques. Avant, tu t'éduquais en regardant des épisodes à la télé de ce qu'il y avait. C'était les seules ressources qu'il y avait et quelques livres. Le livre de Doll Bronson, qui était un peu la Bible, qui avait été écrit il y a 15 ans. Voilà, c'était à peu près tout. Et puis après, tu apprenais sur le tas, tu essayais des choses. Maintenant, un joueur qui a décidé de s'y mettre, il a tellement de matière disponible en anglais. Si on parle anglais, alors là, c'est vraiment la folie, mais même en français, il y a vraiment beaucoup de conseils stratégiques. Il y a les forums, entre les forums, les vidéos, les livres, les sites de coaching, il y a vraiment matière à progresser. Du coup, le niveau moyen a explosé. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens sont arrivés, repartis, c'est que pour rester, ça nécessite un travail vraiment important. Ceux qui restent en étant vraiment forts sont des gens qui travaillent énormément. C'est un peu la face cachée du poker que personne ne sait. On pense que être joueur de poker, c'est se réveiller à 15h et allumer son ordinateur à 18h en slip. C'est un peu plus complexe que ça. Je pense que les meilleurs joueurs à l'heure actuelle travaillent énormément leur jeu. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know. Je t'ai quitté sur non, finalement je viendrai pas. C'est chaud. C'est chaud, j'ai pas envie. Du coup, je suis là. Ouais, du coup, t'es là. Je te rappelle qu'au Florida, tu m'as dit je reste 2 jours. Tu vas rester 2 semaines. Est-ce que tu penses que tu as un problème dans ta volonté? Non, j'essaie de travailler dessus. Est-ce que tu penses que niveau mental, c'est bon? Ça va, on est prêt. Quentin, le mental selon Saber? Non, je vais pas à Paris. C'est assez faible quand même. Par contre, je vais pas à Paris. Et on va le prendre en main, on va le faire travailler un petit peu la prochaine semaine. Tu vas pas à Paris pour? Je vais pas à Paris. C'est sûr? On se voit là-bas? Et il a un billet de train pour le 13 novembre pour Paris. Ça commence lundi. Bordeaux-Paris à Saint-Jean le 13 novembre à 15h30. Ça fait 850, avec 3 bêtes 2100. J'ai 4 bêtes bouton roi d'amour, 5004, tu vois. Et c'est un mec avec qui est qui est compétent, il peut bluff en plus, tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que je suis vraiment face-up sur lui, tu vois. Il sait très bien que je prends mon spot, tu vois. Il décide de 4 bêtes 12 000, je colle en position, tu vois. Ça vient As-4 avec des carreaux. Il s'est bête pas cher, il s'est bête 9 000, tu vois. Je colle une fois et je me dis, tu vois, si je hit, tu vois, je pense vraiment je vais avoir une main gagnante. Ah ouais, je pense vraiment je peux toucher ou je peux gagner le coup après, tu vois. Ça fait turn dame, j'ai roi dame, et il 2 barrels la turn. Donc quand il 2 barrels la turn, il a jamais as dame, il aurait jamais 5 bêtes à ça. Jamais, tu vois. Il peut avoir 2 as. 2 rois, mais c'est limite, et des fois un peu as-roi, tu vois. Il a de temps en temps as-roi, tu vois. Il a pas beaucoup de mains, tu vois, il a as-roi. J'ai un bloqueur sur. J'ai roi-dame, donc j'ai bloqueur sur as-roi, j'ai bloqueur sur 2 rois, j'ai bloqueur sur 2 dames, tu vois, j'ai bloqueur sur tout. Il 2 barrels, mais vraiment pas cher, il fait 7000 à la turn. Je colle, et river, ça fait 2 de carreau. Il chauffe, roi-dame. Il chauffe sur le 2 de carreau. Donc du coup, quand il chauffe river, il a jamais as-roi, il a jamais 2 rois, il a jamais 2 dames. Tu vois, il reste quoi dans sa range? Il reste 2 as. Il reste 2 as et des bluffs, tu vois. Il a jamais flush parce qu'il aurait tué. Non. Et il chope 25 000 et le pot il fait 100K, tu vois. Et du coup, j'ai
tanké un peu, il était vraiment pas bien. Il est devenu tout rouge et tout, sa gorge elle est devenue toute rouge. Tu vois, après, voilà, j'y colle, il a montré deux as. Tu l'avais bien vu. C'est un peu long, ouais. Depuis le début en survie, mais... Et t'as souffert en plus. J'ai souffert, ouais. Tout le long du tournoi, j'étais short, j'ai 10 blinds, 15 blinds. Après, d'un coup, il y a un coup qui m'a fait monter, qui m'a propulsé, mais là, j'ai repéré déjà un énorme coup, donc du coup, j'ai 15 blinds. On recommence, comme au début, c'est pas grave, on est toujours là. Comme dans le plan Comme dans le plan Comme dans le plan. Bon. Et ton mec, par contre, il monte une tonne. Il monte une tonne, c'est mon idole. Pépino, t'as entendu comment c'est beau? Ouais, j'entends, c'est génial. C'est ça, c'est l'amour fou. Exactement. Et là, si un des deux pète le tournoi, c'est le mariage. Donc du coup, c'est très important pour nous. C'est vrai? Eh oui. Ça, c'est... Et Run-Up, non? Si, aussi. Encore. Non, Run-Up, c'est fiançailles. Fiançailles, ça y est, c'est fait déjà. Mais moi, j'ai des scoops dans mon film, tu vois. C'est énorme. Close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out. Faire des ITM, c'est bien, mais ça, tu peux pas vivre d'ITM. Si t'as pas une grosse perf de one time, et même si tu prends un coup de 100 000, après si tu fais attention, tu gères ta bankroll, tu vas tenir un an. Mais si un an après t'as pas refait 100 000, tu vas les perdre tes 100 000. Ça suffit pas, c'est un gouffre le poker. Et les jeunes, quand ils veulent faire une carrière de poker, moi ça me fait peur. Moi j'ai de la chance d'être en partenariat avec Partouche. S'il n'y avait pas Partouche, j'aurais arrêté de jouer aussi. Hein. C'est trop dur de jouer avec ses propres moyens, les frais, c'est difficile. Faire des tournois à 3 000 €, il faut avoir, ou 5 000 €, il faut avoir fois 100 le nombre de buy-in. C'est-à-dire il faudrait avoir 300 000 €, 500 000 € de bankroll pour jouer des tournois comme ça. Personne les a. C'est-à-dire que... Enfin, personne. Très peu. Bah ouais, je sais pas, 90-95% quoi. Sur un field comme ça, ne vont pas les avoir. Comme j'en faisais partie. Enfin, c'est juste que tu ne peux pas faire ça parce que financièrement, tu cours un risque. Ça veut pas dire que tout le monde va se broke. Ça veut juste dire que si tu runs normalement, eh ben, tu peux te broke. Si tu runs mal, tu vas te broke. Si tu runs good, ça va bien se passer. Mais voilà. Espérer le run, ce n'est pas espérer la chance, ce n'est pas jouer intelligemment. Et on était tous, et on l'est encore beaucoup de monde, des espèces de, des moutons qui disent, voilà, qui se reposent sur le fait que d'autres gens ont eu des one time, etc. Et se dire, voilà, je peux le faire aussi, mais je peux le faire. D'accord, on a peut-être les capacités. Mais il y a des maths à respecter. Les gens ne respectent pas assez les maths. Voilà, c'est des maths de gestion de bankroll, et ça, c'est l'erreur principale que beaucoup de gens font. De toute façon, à partir du moment où tu joues des tournois de poker, tu sais que tu perds beaucoup plus souvent que tu ne gagnes. C'est simplement mathématique. Le meilleur joueur du monde va peut-être être ITM dans des tournois, allez, on va dire 25% du temps en moyenne. C'est-à-dire que 75% du temps, tu perds. Tout simplement. C'est pas, tu vas avoir une frustration parce que tu fais 8e et que tu voulais gagner. C'est tu perds, point final. C'est-à-dire que tu n'es pas dans l'argent, faire 200e ou 140e, ça n'a aucune différence. Donc 75% du temps minimum, tu perds. À partir de ce moment-là, il faut le savoir et il faut l'accepter. C'est le contrat que tu as signé. Voilà, tu es devenu joueur de poker de tournoi, tu as signé un contrat, je perds 75% du temps. La chose positive, c'est que des tournois, il y en a plein, que tu en joues beaucoup parce que si tu es joueur de tournoi, tu sais que pour contrer la variance, il faut jouer beaucoup de tournois. Et donc, en jouant beaucoup de tournois, tu te donnes beaucoup de chances à la fois d'aller loin et d'en gagner. À partir du moment où tu sais ça, tu apprends à faire avec. Tu sais que tu es éliminé d'un tournoi, c'est pas grave. Faut pas s'en réjouir non plus, mais il faut pas en faire un drame. Et il faut passer à autre chose. Et me dire que mon tour viendra, oui, alors que mon tour viendra, en tout cas, je fais tout pour que mon tour vienne, mais surtout d'accepter que si ton tour ne vient pas, ça peut arriver, ça peut prendre du temps. Et que si ton tour ne vient pas demain, après-demain, il peut venir après-demain, ou qu'il peut venir encore plus tard, mais que de toute façon, à partir du moment où tu joues des tournois, tout le monde peut gagner, tu peux gagner, mais que si tu ne gagnes pas, il faut aussi être prêt à l'accepter et à passer à autre chose. Et si ton tour vient un jour, surtout parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai eu la chance que mon tour arrive, d'en profiter, parce que ça arrive rarement, et de ne pas s'emballer, parce que quand on s'emballe, la chute peut être très dure derrière. Je veux garder la clientèle parce que je me suis aperçu que dans les 10 premières années, on a perdu 90% des joueurs.
Sur 100 joueurs que je connaissais, il y en a 90 qui ont disparu. Leur téléphone, il sert à rien. Le poker, il a rendu accessible et populaire à point. C'est-à-dire qu'il répond à toute une catégorie de gens, entre 150 € et 1000 €. Et c'est suffisant, c'est très bien pour les bankrolls des gens. Tout le monde s'y retrouve. I find it very, very easy to be true. I find myself alone each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. Vas-y, tourne. Tranquille. Qu'est-ce qu'elle a Attends, t'as pas gagné. Les 5 champions, les 17 champions. Essaye de carreau la première. Ce qu'elle a vu comme jeu en 1 heure, je ne l'ai pas vu en 4 ans. C'est Sarah qui gagne et la partie entre les deux. On gagne 50 € aussi de Paris. On va aller, ça gagne. Antonin, juste un mot s'il te plaît pour Sarah. Qu'il se jette dans le port de Marseille. On a 12 blends depuis le D1 à 18h. Et là, on les avait encore tous les deux. Voilà. On a fait la songueur, elle m'a eu 100 € la songueur et 50 € si elle me fait sauter. Elle a tout fait. À jouer et online et live, tu vas bust d'un tournoi. Enfin, tu vas te dire le dimanche il faut jouer parce que c'est session du dimanche. Puis tu vas te faire 4-5 sessions par semaine ou aller entre 2 à 7 pour ceux qui vraiment. Plus tu vas faire des lives. Quand tu bosses d'un tournoi, tu te réinscris dans un autre. Tu vas dans des destinations superbes. Tu prends même pas le temps de profiter de rien. Du coup, tu as cette impression de liberté. Tu as une vraie impression de liberté et c'est ce que recherchent la plupart des joueurs. Et pourtant, tu es complètement attaché à... Tu es sur ton ordi à jouer online ou tu es dans un casino avec des gens intéressants, avec tes potes, mais tu vois rien. Du coup, c'est un espèce de mirage assez étrange qu'il y a au poker. C'est que tout le monde, je pense que quasiment tous les joueurs de poker font ça pour la liberté et qu'à la fin, ils en profitent très peu de cette liberté ou qu'en tout cas ils ne se donnent pas l'opportunité de l'être. Dans l'esprit des gens, je veux dire grand public, quand tu dis mon métier c'est joueur de poker, les gens ne comprennent pas trop. Il faut bien insister que mon métier c'est jouer au poker, mais que par contre c'est pas simplement tenir 2 cartes et miser des jetons, c'est aussi travailler mon jeu, essayer de m'améliorer, essayer d'être le meilleur, me déplacer pour jouer des tournois, comme un vrai travailleur en fait. Hein. C'est pas simplement rester chez moi dans mon canapé ou alors aller dans des super destinations, Monaco, Barcelone, les Bahamas et puis jouer aux cartes quoi. Il y en a toujours l'aspect qui fait rêver. On voyage, on va dans les plus beaux endroits du monde, on est dans les hôtels, on joue de l'argent, on en gagne, on en perd, mais on a du plaisir, on mange le soir, on va au resto, on sort. Mais il y a beaucoup de solitude pour un joueur de poker. Finalement, quand tu badrun ou que tu fais un mauvais tournoi, que tu remontes dans ta chambre, tu es tout seul, ta famille n'est pas là quand tu es marié, que tu as des enfants. On a souvent l'envie d'une chose, c'est de rentrer chez soi quand on a perdu un tournoi, un gros tournoi et qu'on a pris un vite, c'est de prendre l'avion et de monter dans le premier avion et de partir. Mais la vie de joueur poker, elle est assez stressante finalement. Elle est stressante dans le jeu parce qu'il y a beaucoup d'adrénaline et qu'à chaque coup et plusieurs fois dans la journée, tu as la pression qui vient et le stress qui monte et t'as des flips, il faut les passer, il faut gagner, qu'est-ce qu'il a pas là, tu transpires, t'as chaud, tu sais plus quoi faire.
Et à côté de ça, il y a les grandes joies, les coups gagnés, le plaisir d'avancer, le plaisir de monter des stacks, d'avoir des jetons, de faire des pertes, de gagner des places. Bon, c'est ça, mais c'est pas une vie facile finalement. C'est beaucoup de rêves, beaucoup d'argent et peu de gagnants. Bon, et alors, prochains objectifs, faut en mettre de côté? Ouais, faut en mettre de côté, mais... Ouais, je veux un truc hors argent, je veux un trophée. Je le mérite. En vrai, c'est pas, tu vois, je veux pas, c'est pas pour me gonfler ou quoi, mais je me donne du mal, je mérite, tu vois, de lever un trophée, tu vois. Peu importe, hein, tu vois, un DSO, je demande pas un WSOP avec 200 000 au bout, mais un DSO avec 30 000, 40 000, je suis le plus heureux du monde. Ouais, te dire ça y est, quoi. Ça y est, j'y étais au bout, voilà, j'en peux plus, j'ai pas combien de tables finales à mon actif et ça veut pas. Si un jour il faut qu'il rentre dans la vie normale, aller travailler pour se lever le matin pour gagner 1500, 2000 euros, quand tu es habitué à gagner des sommes assez conséquentes, ça sera dur, quoi, je pense, pour eux. Moi, mon fils qui joue très bien, j'ai pas envie qu'il aille là-dedans, quoi, juste de temps en temps, quoi. Tu penses que tu serais capable de retrouver un autre métier après avoir connu cette vie-là? Honnêtement, je pense pas. Mais s'il faut le faire, je le ferai. Je vais avoir un gamin. En plus, ça va être un garçon, donc du coup, j'ai pas envie qu'il voit. Par exemple, j'ai envie d'être un modèle pour lui. Donc c'est-à-dire que demain, si je dois faire autre chose, si je dois aller travailler, je sais que j'y arriverai. Rien que pour lui montrer que dans la vie, il faut avancer, que dans la vie, il faut faire des choses, dans la vie, il faut se relever. Comme quand on reparlait de Deauville, là, voilà, il faut avaler la pilule, il faut que ça passe, il faut faire autre chose. Donc du coup, s'il faudra faire autre chose, je ferai autre chose. Et moi, je leur ai toujours expliqué que pour tenir au poker, il faut avoir un boulot, il faut avoir un travail. Il faut être indépendant. Ça veut dire que quand on joue aux cartes, il ne faut pas que ça devienne au détriment de la famille. Et là, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont ce problème. On ne peut pas jouer au poker si on n'a pas d'argent. Et on ne peut pas avoir d'argent si on ne travaille pas. Et ça, tout le monde ne peut pas être sponsorisé. Oh, mais je me suis presque broke à un moment. C'était même il y a 3 ans, j'étais presque broke, ouais. J'avais déjà bien gagné au poker, mais bon, tu sais, avec le rythme de vie que j'avais, un peu comme tous les joueurs qu'on croise sur le circuit, c'est-à-dire avion, hôtel cher, soirée chère, repas cher, beaucoup de restos, enfin, en fait, beaucoup de ça, ouais. Et ce rythme de vie-là et les montants que je gagnais online, c'était pas adapté, c'est-à-dire que en fait c'était adapté pour vivre au jour le jour, au moins le mois avec un petit peu de réserve, mais c'était pas adapté pour vraiment monter une réelle bankroll qui permettrait un jour de jouer des parties chères. Il y a une phrase qui dit si on fait les choses qu'on a toujours faites, on aura les résultats qu'on a toujours eu. Et du coup, je me suis dit, si je continue à faire les choses que j'ai toujours fait, j'aurai toujours les mêmes résultats. Donc j'ai dit, je vais changer les règles, je vais changer comment je fais, mon système d'organisation, mon fonctionnement. Et j'ai dit, je vais arrêter de me déplacer et je vais simplement rester à la maison pour travailler. Et donc juste travailler plus d'heures, plus régulièrement, enfin tous les jours, et à la maison avec peu de frais du coup. Il faut mieux aller travailler, gagner sa vie, devenir riche et réussir en entreprise, et après aller jouer au poker, on s'en fout. Jette ton argent si t'as envie, c'est ton argent.
Amuse-toi, prends des leçons, prends des coachs, ce que tu veux. Et comme tu as su faire de l'argent dans ton entreprise, fais de l'argent dans le poker, mais en construisant ta carrière, pareil. Et là, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de joueurs errants dans le poker. Des joueurs qui n'ont pas les moyens d'être là et qui sont finalement quand même là tout le temps, à prendre un stacking là, 30% là, 20% là, 10% là, et puis ils vont payer 1000 euros. Puis quand ils gagnent, ils ne gagnent pas beaucoup parce qu'il faut qu'ils rendent 10, 20, 30% là. Ils ne le restent pas, ils font aucun écart. Mais ils continuent comme ça à vivoter le long de la vie. Mais les années passent. Et il y a un moment donné, ils vont se réveiller, ils vont se dire qu'ils ont raté leur vie. Tu aurais su tout ce qui s'est passé avant de commencer dans le poker. Est-ce que tu y serais allé quand même? Si je dis non, on va me prendre pour un fou, les gens, parce que j'ai eu des réussites. Mais je suis pas sûr. Je sais pas. C'est pas certain. Pourquoi? Parce que je te dis, ça donne beaucoup de soucis, quoi. Et si à un moment donné tu as moins d'argent et qu'on te réclame le double, il aurait pas fallu y aller, quoi. Tu dis on va te prendre pour un fou parce que tu as gagné, ouais. Mais finalement les trophées ça efface pas tout. Non. Non, c'est bien, c'est bon souvenir de joie, de machin, mais c'est que des souvenirs, quoi. Some way, baby, it's part of me, apart from me. Laying waste to Halloween. Et après, là, le moment, c'est genre... J'ai jamais vécu ça de ma vie. Tout le monde te dit tu vas voir quand tu auras ton fils, quand tu... Au moment où il est sorti, t'as tout ton corps, t'as un truc qui rentre dans tout ton corps, je me suis mis à pleurer comme pas possible et tout. Genre, j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie, tu vois. C'est inexplicable. J'avais peur, en plus je me dis, imagine, je pleure pas, mon fils il naît, tu sais, genre, j'ai une petite larme ou quoi, non, tu t'effondres. C'est... Ouais, c'est le truc que tu le sais que quand tu l'as, quoi. Tu sais, quand il sort, tout de suite t'as peur qu'il lui arrive rien, qu'il soit bien et tout, tu sais. Il sort, il faut 10 minutes, un quart d'heure avant qu'il prenne des couleurs et tout. Et puis après, là... Bon, ça change tout, et ouais, ça change tout. Et en même temps, ça change... déjà, c'est un énorme coup de boost. C'est un bonheur au quotidien. Ça permet de relativiser, si on rapporte ça au poker, ça permet de relativiser plein de choses. Genre, je viens de passer une session du dimanche atroce. J'ai fait un item pour je sais pas combien de buy-in. Un min cash sur le tournoi le moins cher que j'ai lancé de ma session. Une énorme cagoule, je vais lui faire un bisou alors qu'elle dort, elle ouvre les yeux, elle me sourit, c'est déjà oublié, enfin. Et après, ça te motive aussi parce que tu as envie d'allouer ton temps au mieux, tu as envie de faire les choses, enfin. Finalement, on pense, ce qui est vrai, qu'on va avoir moins de temps. À l'heure actuelle, j'ai moins de temps, enfin. Tout à l'heure, je faisais la comparaison par rapport à un jeune de 20 ans qui peut travailler 16 heures par jour. À l'heure actuelle, avec un bébé qui en plus n'est pas à la crèche pour l'instant, dont je m'occupe en partie avec la maman, et dont je m'occupe beaucoup, enfin je prends beaucoup de plaisir à m'en occuper. Je peux pas jouer ou bosser pendant des heures et des heures, des semaines d'affilée, sans faire de pause, sans m'occuper d'elle. Enfin, faut respecter son rythme. Du coup,
j'essaye d'allouer au mieux mon temps et de progresser, de faire d'autres choses, de travailler différemment. Mais après, ça booste parce que j'ai aussi envie de gagner. En fait, avant, peut-être que je courais un peu plus après les titres. Maintenant, pour être très honnête, je joue beaucoup pour l'argent. J'ai envie d'avoir assez d'argent pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir profiter d'elle, pour pouvoir profiter de ma famille, pour pouvoir profiter de ma femme, qu'on puisse profiter ensemble. Et le titre va me faire très plaisir, mais encore plus, c'est l'argent. Je vais au cash, le soir à la grande mode, je fais une sale session, je perds 1000 balles, je rentre à la maison. Tu sais, je suis énervé tout le long de la route, j'arrive chez moi, je vois mon petit, je fais un petit bisou. Un quart d'heure, une demi-heure après, il se réveille puisqu'il a faim, tu le prends et tout, il est là, il te regarde. Et ma femme, elle me bombarde de photos toute la journée, tu vois. Tu sais que ça c'est marrant, c'est qu'Adrien Guyon, il m'a dit la même chose. Adrien Guyon, quand il a eu sa petite, il m'a dit bon, Adrien, c'est pareil, hein, c'est un sanguin, Adrien. Il me dit putain, il dit je prenais des battes, tu vois, sur Wina, je cassais tout, je m'énervais, tu vois. Il dit puis d'un coup, je me retournais, tu vois. J'ai ma petite en train de dormir, il dit je lui faisais un câlin. C'était fille. Tu sais qui c'est qui m'a beaucoup parlé de ça, c'est Julien Mariani. Ouais. Lui, il a une petite et moi, tu sais, qui joue en cash game, il joue en grosse limite et tout. Et il m'expliquait que quand tu fais des gros swings, ça va pas. Hop, il va dans la chambre, il ouvre la porte de la chambre à sa fille, il la regarde dormir et il m'a dit tu verras, tu t'oublies tout. Mis à part quelques épisodes rares dans ma vie, j'ai l'impression d'être quelqu'un de plutôt apaisé depuis relativement longtemps. Après, j'ai mes côtés un peu foufou parfois sur certains moments, mais dans mon jeu et dans ma vie en général, je suis quelqu'un de plutôt calme, de plutôt posé, de plutôt raisonné. Finalement, ça n'a fait que continuer. Non, ça n'a pas changé grand-chose. Limite, je te dirais que être avec un petit bébé qui va faire des bêtises, qui va te grimper dessus, qui va te sourire à tout va, qui va vouloir se jeter en arrière, ça fait ressortir plus mon grain de folie plutôt que mon côté calme. Et du coup, je pense limite qu'elle m'a tiré vers mon côté un petit peu foufou parce que tu vois qu'elle rigole. Enfin, avoir ton enfant qui éclate de rire quand tu fais des bêtises avec elle, je trouve ça juste magique et juste, voilà, t'as envie du coup de faire toutes les bêtises au monde pour la faire rigoler. Qui ont fait du bien pour le poker. La seule chose dont je suis fier, c'est que j'ai fait revivre le métier parce que depuis le premier jour, j'ai toujours été le premier et ça, personne ne peut me l'enlever. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, des croupiers disaient « Oui, mais là-bas, on gagne plus ». Je disais « Oui, mais ça n'a qu'un temps ». Après, il y a eu « Oui, mais là-bas, on est mieux ». Oui, mais ça n'a qu'un temps. Résultat, dans ce métier, il faut être patient. Je suis être patient. Et petit à petit, on a gravi des échelons. Et petit à petit, on a trouvé des nouveaux collaborateurs. Et petit à petit, tu es venu nous faire partie de notre système. Et tout ça fait que maintenant, Texas Poker est une famille. Et c'est une idée de famille qui n'existe nulle part ailleurs. Allez, on va pouvoir attaquer. Bonjour à tous. Bienvenue au Casino de Gujan. Ceux qui sont en effet ici connaissent bien ce casino. Ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue. Hier, donc, nous avons eu le DNA du Main Event FPO, 85 joueurs, il en est resté 27. Aujourd'hui, c'est le 1B, ok, et ce soir, nous avons le 1C. Petite règle importante qu'on rappelle, impossible de re-entry sur le même day, bien évidemment. On ne peut que s'inscrire par day, mais pas re-entry sur un day. Donnez bien la bonne info. Aujourd'hui sur ce tournoi, il y a Vincent et moi. Vincent donc, qui est MCD pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui le connaissent très bien, qui est MCD ici. Stéphane. En plus, je sais que c'est Stéphane. Tu le connais bien du coup. Hein? Tu le connais bien. Tout de
suite, on est dans un Blablacar, celui-là. Tout de suite Blablacar. Stéphane, donc qui est MCD ici, ok, et moi, pour ceux qui me connaissent, on travaillera sur ce main event jusqu'à la fin. On sera tous les deux à chaque fois sur ce main event jusqu'à la fin. Encore une petite chose, ayez la délicatesse, il y en a qui m'ont fait encore hier, d'attendre que le joueur quitte la table, mais vraiment la quitte pour annoncer un sortant. Ne criez pas sortant table 14 alors que le mec est en train de prendre sa sacoche et se lever. C'est toujours gênant, c'est toujours litigieux, c'est toujours compliqué. Le joueur, il y en a beaucoup, c'est un tournoi d'appel, c'est un tournoi pour des joueurs qui sont qualifiés sur internet, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Et c'est toujours difficile, le mec il vient faire un peu le tournoi de sa vie pour certains. Ils sont contents d'être là, il y a des goodies, il y a une vraie organisation, et le mec, tout de suite, vous le pâchez un petit peu en lui disant sortant, c'est un peu compliqué, attendez qu'il ait fait quelques mètres. Ou alors, petit clin d'œil, souvent on se regarde, moi je regarde mes croupiers, je vois quand il y a un sortant, je suis là, c'est bon. Stéphane fonctionne pareil, hein? Petit buzz, on fait un petit clin d'œil au jour? Non, t'es en pleine forme toi aujourd'hui, hein. T'es vraiment en pleine forme. Il n'y a pas de clin d'œil aux joueurs, il y a juste, nous on peut se regarder et on a des automatismes. Je pense que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, Noé, on a des automatismes. Donc je peux comprendre un système. Toi t'es en pleine forme, toi. Attends, on va te remettre dehors au soleil, ça va être parfait. Ayez cette petite délicatesse qui fait plaisir et vraiment qui est appréciable. J'ai l'impression que c'est une deuxième famille. Franchement, c'est peut-être un peu dur, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une deuxième famille ici. Histoire de pouvoir être dans une team, pouvoir échanger tout le temps avec des coéquipiers, s'éclater aussi avec le staff derrière, ça c'est des choses humainement qu'on s'imagine pas quand on n'y est pas en fait. Grâce au poker, j'ai eu des nouveaux amis, c'est rare. J'ai connu des choses super, des émotions. En vérité, la vie, tu es content quand quelque chose te donne des émotions, quoi. Broken bottles in the hotel lobby. Seems to me like I'm just scared of never feeling it again. And I know it's crazy to believe in silly things, but it's not that easy. I remember it now, it takes me back to when it all first started. I've only got myself to blame for it, and I accept it now. It's time to let it go out. La semaine d'avant, j'avais été voir une amie courtière et puis on avait fait mes comptes pour un projet d'achat. D'achat terrain plus construction d'une maison là sur Gujan. Donc je voulais voir un petit peu où est-ce que j'en étais. Et en faisant les calculs, il s'avère que j'avais pas assez d'apport. C'est vraiment trop juste. Il fallait que je mette au moins 1000 € de crédit par mois. Et pour moi, enfin, je peux, mais si c'était pour être ric-rac à la fin du mois, c'était pas la peine, quoi. Donc du coup, il me fallait au moins 20 ou 30 000 € d'apport de plus, quoi. Et là, pour moi, c'est le FPO. Il faut que je le gagne, quoi. Le FPO, il faut que je le gagne, il me faut ça. Je connais 50-50, soit tu gagnes. De toute façon, au poker, c'est toujours à 50-50. 3 75 000 peut-être. 3 75 000 pour Stéphane. C'est maintenant que tout se joue. Benjamin, le flop. Top qui ouvre un 8 de pique, valet de trèfle, valet de cœur. 2 paires pour chaque joueur, mais la paire de 9 est supérieure pour l'instant et toujours à la paire de 5 de Michel. Le turn. Un 5, waouh, le 5 qui change tout. Attends, il y a encore 2 outs. Il change tout, puisque nous allons connaître notre vainqueur, seul un 9, 2 outs, seulement 2 outs, pour que Stéphane remporte ce coup, la river. Et c'est un 8. Et c'est en effet Michel qui gagne.
le poker, il faut le scinder en deux ou trois catégories, comme le football, comme le rugby, peu importe. Il faut faire la nationale, il faut faire la Ligue 1 et la Champions League. Il y a des gens qui ont un avantage énorme de pouvoir jouer une catégorie en dessous, et ça, je vais faire le compliment à un joueur qui l'a compris, c'est Omar Lakhdari. Capo, on peut jouer au poker, tu fais des garanties là, regarde, il y avait une bulle à 100 blindes. T'imagines un tournoi, une bulle à 100 blindes. Tu peux jouer au poker. Moi qui aime bien raconter des histoires, des bêtes, des 3 bêtes, des 4 bêtes, like bien sûr. Avec Capo, je peux, tu vois, dans d'autres tournois où la moyenne elle est à 20 dB ou 25 dB, tu peux rien faire. Après c'est open, tapis, c'est des call flips. Chez Capo, c'est la garantie de la structure, le payout il est très bien, il est bien ficelé, le payout de la table finale, tu vois, c'est ça que j'aime bien, les gens sont compétents. Au lieu de faire des gros tournois à 5 000 € de buy-in, mais il préfère faire des tournois sur lesquels il fait beaucoup de perfs actuellement chez moi. Il investit 300, 400, 500 €, 1000 €, et si le jeu veut, eh bien, il fait 20 000, 30 000, 40 000. Et un WPT, 1100, 1200 €. Il a fini deuxième. Et il a gagné le multiplex. Donc ça lui fait un bon parcours dans l'année avec moins de contraintes et moins de très bons joueurs de haut niveau à le rencontrer. Encore et encore et encore. Et j'ai l'impression que ça se répète. L'histoire, c'est toujours la même. Que les fins, c'est toujours les mêmes fins à ce jeu. Ça manque de réussite quand même. Tu te dis quoi? Tu te dis ce sera jamais mon tour en fait. Enfin, ce sera jamais mon tour, mais je me demande si ça viendra un jour, quoi. Je ne sais pas s'ils arriveront à se mettre à l'abri. Le problème, il est là. Je ne sais pas s'ils seront capables de se rendre compte que c'est beaucoup d'argent et qu'avec ça, ils peuvent se mettre à l'abri déjà un petit peu. Je ne sais pas. Et toi, tu leur diras? Ah ben moi, je leur dirai la première chose. Mais je l'ai déjà fait à quelqu'un dont je me tairai le nom. Il y a 4 ou 5 ans en arrière. Il avait gagné 500 000 €. Je lui dis, petit, le chèque, prends un chèque et va le donner à tes parents. Il ne m'a pas écouté, il a tout bouffé. Parce qu'à un moment donné, ça te rend fou. Ce jeu peut te rendre fou. Il peut détruire ta vie comme il peut te l'embellir. Sauf qu'il faut bien comprendre que le moment où ça va être embelli, ça ne va pas durer. Il faut savoir économiser, il faut savoir mettre de côté, il faut savoir pas aller plus loin que ce qu'on est capable de dépenser, pas prendre de risques dans sa bankroll, faire attention à tout ce qui va autour, et puis ça ne va pas s'arrêter. Il faut savoir partir, tu vois. Il faut savoir partir comme elle a fait Lucie Cailly, c'est ça le plus beau. Lucie Cailly, elle est partie. Pourtant, elle était fan de poker, elle faisait des tonnes de tournois. Elle était chez Barrière, elle enchaînait tous les tournois français, les tournois internationaux. Elle a pris 1 million chez Monaco, le lendemain, tu n'as plus vu faire un tournoi. Et ça, elle a été forte. Au final, que reste-t-il de cette année? Des joies, des déceptions, des évolutions. Un an ne peut pas apporter toutes les réponses. Une vie ne suffira sans doute pas. Chaque joueur court et finalement, peu importe après quoi. C'est connu, l'important n'est pas la destination mais le voyage. Et peu importe si leur jour viendra. Cette année sur le circuit français m'a appris une chose. Nous cherchons moins dans le poker l'envie de jouer aux cartes que l'envie de rencontrer les autres et de se rencontrer soi-même. Qu'est-ce qu'un poker t'aura donné? Qu'est-ce qu'il m'aura donné? Une passion, ça c'est clair. Et puis peut-être me sortir un peu de cette timidité, aller plus vers les gens. Voilà, voir un peu plus de monde, être moins renfermé. Mais ouais, je me suis trouvé, c'est sûr, je me suis trouvé.